Fabrice, c'est à toi. Mesdames, Messieurs, Fabrice Poupon. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre accueil. Voilà, donc je remercie les organisateurs du 3CA-BTP de m'avoir confié ce temps de présentation. Alors sur un sujet ô combien passionnant, le numérique et les référentiels de formation. Voilà, donc cette présentation, puisque le temps est relativement court, cette présentation, je l'ai découpée en 3 parties. Une première partie assez rapide sur, en gros, le principe des référentiels, sans aller vous expliquer comment on fabrique un référentiel, sauf si la majorité le demande, mais autrement, je passerai directement. Une seconde partie sur des exemples d'applications de ce que l'on trouve dans les référentiels, applications numériques dans la formation, bien sûr. Et puis, une troisième partie, courte elle aussi, sur l'entrée des études qui font appel au numérique dans les épreuves d'examen, puisqu'on y arrive. Voilà. Merci. Alors, je me familiarise avec... Voilà. Donc, première petite question que je me suis posée. Le numérique et les référentiels de formation, de quel numérique parlons-nous? Alors, de quel numérique parlons-nous? Eh bien, du numérique qui va permettre aux jeunes la consultation de textes, de photos, de plans, de maquettes 3D, qui va permettre le renseignement. On a une feuille de calcul, on va la renseigner, on ne va pas la créer. En fonction du niveau, peut-être de la production de relevés d'ouvrages, production de croquis de détail, production de dessins simples, et puis aussi d'échanges. Échange d'informations, échange de fichiers. Ça paraît simple, ça paraît évident pour ceux qui le font tous les jours. Ça semble acquis par tous les jeunes, sauf que c'est peut-être pas aussi évident que ça, parce que ça nécessite une certaine rigueur d'échange. De quel référentiel de formation parlons-nous? Alors, référentiel de formation, c'est vrai qu'on pense instantanément aux référentiels qui définissent les spécialités des diplômes de l'éducation nationale, mais nous ne sommes pas les seuls, je dis nous, puisque j'ai été présenté comme inspecteur effectivement de l'éducation nationale chargé de mission au 3CA, mais il n'y a pas que les référentiels d'éducation nationale. Il y a des référentiels qui sont la propriété de bien d'autres ministères. Le ministère de l'Agriculture, nous n'en parlerons pas. Le ministère de l'Emploi, par les titres professionnels. Et puis, il y a aussi les CQP. Tous ces titres, des diplômes, sont définis par des référentiels en fonction des spécialités. Donc, ce qui est valable pour l'éducation nationale, c'est évidemment valable pour les titres. Ça va de soi. Quand on regarde un référentiel de titre professionnel, eh bien, il est sans doute moins détaillé, moins découpé en tâches, compétences et savoirs, mais il est quand même relativement précis quant à la finalité du métier qu'il doit couvrir. Alors, je ne vais pas vous faire la liste de tous les diplômes, les titres pro et puis les CQP. Occupons-nous, et en quelques minutes seulement, des référentiels de l'éducation nationale. Alors, il y en a beaucoup de référentiels de l'éducation nationale. S'il faut qu'on commence à chercher dans tous les référentiels à quel moment on parle de numérique, comme on en parle, je pense qu'on peut commencer tout de suite et on n'aura pas fini ce soir, même si on fait des sous-groupes. Les diplômes, vous les connaissez aussi bien que moi. Diplôme professionnel. J'ai rajouté au bout le brevet des métiers d'art et le diplôme des métiers d'art parce que dans les CFA, il y a quelques brevets des métiers d'art, au moins un en ferronnerie, par exemple. Et il y a un certain nombre de spécialités. Alors, j'aurais pu faire un petit quiz. Et à votre avis, combien y a-t-il de spécialités de CAP à l'éducation nationale? Hein? Alors, vous auriez tous répondu, évidemment, avec votre zapette, 187. Bravo. Bon, ça, c'est tout secteur confondu. Tout secteur confondu. Mais dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, vous, les spécialistes de la formation du bâtiment et des travaux publics, hein, là, tous réunis ici, que y a-t-il de référentiels de CAP, de spécialités de CAP? Oh là, bravo. Est-ce que tu peux les citer?
Ah oui, non, je lui avais simplement donné le nombre. Voilà. 35 référentiels de CAP. Est-ce que tu peux me dire quelle est l'année de l'arrêté de création de la majorité des CAP? 2002. 2002, oui. Il commence à être très ancien. Et pourtant, on verra que dans ces référentiels, on commence à parler un petit peu de numérique. Donc 35 CAP. Alors je ne vais pas vous faire, je vais pas vous redemander combien y a-t-il de mentions complémentaires, de BP, bon, beaucoup moins. 6 mentions complémentaires, 15 BP, 18 Bac Pro et 15 BTS. Voilà. Un CFA normal devrait disposer de toutes ces formations pour répondre à la totalité des besoins de la région, puisque s'ils existent, c'est qu'ils servent à quelque chose, non ? 89 spécialités. Alors, je ne vais pas vous expliquer dans le détail comment on refait un référentiel, mais simplement en 4 petits pavés, les éléments déclencheurs. Alors, une spécialité de diplôme, lambda, peu importe laquelle, les plombiers, voilà, plombier. Qu'est-ce qui va faire qu'une spécialité de diplôme évolue ? Parce que dans certains cas, il y a des évolutions réglementaires. Quand l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite a été créée, eh bien, il a fallu l'intégrer au diplôme. Lorsque on a parlé de Grenelle de l'environnement, le fameux savoir, merci, S0. Ah oui, S0. Voilà. Ça veut savoir S0, il a fallu l'intégrer au référentiel. L'environnement, l'intervention à proximité des réseaux, AIPR. Oui, c'est récent. AIPR, c'est le sujet du moment. Comment intégrer les formations d'intervention à proximité des réseaux, réseaux enterrés, réseaux aériens, dans les référentiels. Les professionnels souhaitent que les jeunes en formation acquièrent ces compétences. Donc, comment faire ? Ça, c'est un premier point qui va être déclencheur. Il y a des orientations nationales. Nous sommes au cœur de cette orientation nationale dans nos discussions ici. C'est le plan de transition numérique du bâtiment. Voilà. Alors, c'est bien beau de le décréter. Après, dans la formation des salariés, dans la formation des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, bon, on peut toujours organiser des modules de formation. Ensuite, il serait plutôt judicieux de former les jeunes lors de leur formation. Donc, comment l'intégrer ? D'abord, est-ce que l'on peut, dès maintenant, sans attendre des rénovations de diplôme, intégrer les éléments qui sont définis par le plan de transition numérique du bâtiment, le fameux PTNB. Autre élément, il y en a 4, les évolutions techniques. Alors j'ai mis les formats de carrelage parce que c'est ce qui est ressorti le plus lorsqu'on a commencé à travailler sur la rénovation des CAP et des BP d'ailleurs. En carrelage, la grosse innovation, c'est le format des carrelages, format des carreaux, pardon. Quand on pose un carreau qui fait 90 par 90, ce n'est pas la même technique que quand on pose du 15-15 ou du 20-20. Voilà. Donc, une évolution technique importante. Et puis, l'isolation thermique par l'extérieur, et puis le bardage, et puis tout ce qui tourne autour du Grenelle de l'environnement et de la performance énergétique. Pas obligatoirement intégré au référentiel quand les CAP ont été écrits en 2002. On ne parlait pas de tout ça. Hein. Et le dernier point, eh bien, l'évolution des métiers. Oui, les professionnels ont dit voilà, il faudrait que les jeunes aient une formation solide sur l'utilisation des échafaudages, sur le montage d'échafaudages. La fameuse R408. Qui ne connaît pas maintenant la R408 ? Qui la connaissait dans le détail il n'y a rien que 6 ou 7 ans, ça fait quand même beaucoup moins de monde. Le positionnement des métiers. Le couvreur, le zingueur. Le couvreur fait de la zinguerie, mais le zingueur est plutôt... la formation zingueur est plutôt destinée à ceux qui n'ont jamais fait de couverture ni de zinguerie. Donc, comment faire pour enclencher les spécialités de diplôme les unes après les autres pour que le professionnel soit formé de façon complète. Donc, positionnement des métiers. Et puis, l'évolution des tâches. Il n'y a pas si longtemps, j'ai participé à la rénovation du BP électricien. Le BP électricien, il voit ses tâches, ses activités et ses tâches considérablement évoluer, à la fois parce qu'il y a des évolutions techniques, mais aussi parce que la répartition des tâches au niveau des métiers a changé.
On ne confie plus les mêmes tâches à un diplômé de niveau 4, un diplômé de niveau 3. Le bac professionnel électricien qui faisait jusqu'à ces années dernières du calcul d'installation ne fait plus de calcul. Les professionnels ils ont dit non. Calcul, c'est BTS, c'est ingénieur, mais c'est pas bac pro. Arrêtez de rire là. Bon, d'accord. Et ils ont raison. Donc voilà, ces éléments-là. Alors une fois que tous ces éléments-là sont regroupés dans les dossiers d'opportunité, les professionnels s'adressent au ministère de l'Éducation nationale, et puis l'Éducation nationale écoute, analyse, expertise, et puis sollicite de nouveau les représentants professionnels dans les fameuses CPC, commissions professionnelles consultatives. J'avance. À l'interne, évidemment, l'Éducation nationale a quelques experts, des inspecteurs généraux de l'Éducation nationale, quelques inspecteurs aussi qui connaissent assez bien les métiers. Et puis, les travaux de rédaction des référentiels sont engagés. Et puis, les représentants professionnels, dans le cadre de la CPC, sont de nouveau sollicités pour valider les travaux. Et puis, la publication de l'arrêté est effectuée. Et puis, la mise en œuvre de la formation peut commencer. Voilà. J'ai fait un petit escalier parce que ça monte. Et tout ça, maintenant, ça se fait en 18 mois. Alors, c'est long, c'est très long, c'est pas long, mais ça se fait en 18 mois. Voilà. Bon. Ces 10 dernières années, alors ce travail, c'est quand même un travail en continu. Je ne suis pas en train de défendre l'Éducation nationale, mais c'est un travail qui est mené avec les professionnels. D'ailleurs, la dernière réunion à laquelle j'ai eu la chance de participer à DGESCO pour programmer des rénovations de référentiels, ce sont les représentants des branches professionnelles qui nous ont dit doucement, il va falloir trouver des professionnels pour intégrer à chacun des groupes de travail. Et les professionnels, on ne peut pas les mobiliser une douzaine de journées par an comme ça, tout le temps. Donc, il faut qu'on étale un petit peu la durée du travail. Voilà. Donc, ces 10 dernières années, eh bien, vous le connaissez comme moi, il y a eu la rénovation des bacs pro si on remonte très loin, 2005 à 2009. On a les BTS qui sont en cours. Il y en a encore quelques-uns à rénover, mais il y a eu beaucoup de rénovés. Rénovation des BP, on l'a attendu longtemps. Ça y est, c'est fait, c'est effectif. Les derniers sont en rénovation, les 3 derniers. Même le BP étancheur du BTP est passé à la moulinette, si je puis dire. Donc, vu le nombre de candidats, je crois qu'il y a plus de monde dans le groupe de travail qu'il y a de candidats à l'examen. Mais bon, il fallait bien le rénover. Voilà. Et puis, les enjeux S0, j'en ai parlé. L'intégration de la R408. Alors, plusieurs années, parce qu'il y a le niveau 5, le niveau 4, le bois, et ainsi de suite. Voilà. Et puis, je l'ai effleuré jusqu'à présent, la rénovation des CAP, qui est programmée entre 2018 et 2020, peut-être 2021 maxi. Donc, gros chantier ouvert et validé par le ministère de l'Éduc. Voilà. Alors, chantier auquel le 3CA participe, chantier auquel les formateurs vont être sollicités pour participer au groupe de travail, puisque déjà pour les BP, systématiquement, il y avait des formateurs et des conseillers formation dans les groupes de travail de l'Éducation nationale. Voilà, ça c'est une grande avancée. Alors maintenant, l'utilisation des outils numériques. Alors évidemment, lorsqu'il s'agit de diplômes rénovés, il serait inconcevable de rénover un diplôme sans intégrer l'utilisation des outils numériques. Sauf qu'on a beaucoup de diplômes un peu plus anciens. Alors, est-ce à dire qu'on ne doit pas mettre les jeunes devant un ordinateur parce que le référentiel n'est pas rénové? Évidemment que non. Évidemment que non. Donc, c'est ce que l'on va regarder maintenant sous forme de quelques exemples qui vont illustrer les deux cas, les référentiels non rénovés et les référentiels rénovés. Voilà, un peu moins de texte, un peu plus d'images. Alors, je vais aller rapidement sur cette diapositive ici. Recherchons, par exemple, dans les diplômes de niveau 5, CAP, on ne va pas prendre les 35, ce qui nous permettrait de développer des séquences et des séances mobilisant les compétences en l'utilisation d'outils numériques et les savoirs. Alors bon, les C1, les S et ainsi de suite, c'est familier pour vous. Donc je passe directement aux exemples. Regardons dans le CAP canalisateur, regardons dans le CAP maçon, dans le CAP installateur thermique, dans le CAP électricien. On ne va pas tourner les pages, je l'ai fait pour vous. Et on va trouver dans les savoirs, alors il faut quand même un peu lire entre les lignes, parce que les référentiels sont anciens, ceux-là, 2002. Lire entre les lignes,
On voit quand même représentation normalisée d'ouvrages, identifier les caractéristiques des ouvrages, décoder, exploiter les nomenclatures et documents techniques. Alors, il n'est pas écrit explicitement numérique. Il n'est même pas écrit BIM, Patrick. Même pas. Hein. Par contre, il n'est pas dit qu'on ne peut pas le faire avec les outils actuels. Voilà. Donc, par exemple, on peut très bien utiliser une maquette numérique avec des réseaux. Et puis, sur cette maquette numérique, on extrait les réseaux qui nous intéressent. On a un réseau d'eau pluviale. Eh bien, les jeunes, on peut leur demander de localiser l'ouvrage, de repérer les composants, d'identifier les caractéristiques. Je passe sur la présentation de l'environnement qui m'a permis l'environnement numérique qui m'a permis de vous faire ce visuel. C'est une visionneuse. Enfin, c'est même plus qu'une visionneuse, c'est un logiciel de synthèse, c'est Tekla BIMside. C'est écrit là-haut, jusqu'au-dessus, voilà, c'est un tout petit. C'est Tekla BIMside. Bon, c'est gratuit, me souffle Patrick, voilà, et c'est très facile d'utilisation. On peut, sur le réseau d'eau usée, localiser l'ouvrage. En 3D, c'est quand même un peu plus simple pour s'y retrouver que sur un plan. On peut retrouver les positionnements altimétriques parce que ce n'est pas simplement une vue en 3D de l'ouvrage, mais c'est aussi un ensemble d'informations associées à chacun des éléments représentés. Et je vais vous montrer sur une autre diapo. Si on s'intéresse au CAP maçon, qui est de la même époque, alors sur les deux, pardon, je suis allé un peu vite, sur les deux compétences, on va retrouver un peu les mêmes intitulés. On met en relation les informations entre documents écrits, documents graphiques. Mais tout ça nous suffit pour aller faire ce que l'on appelle vulgairement de la lecture de plan. Là, c'est plus que de la lecture de plan parce qu'on fait aussi de la technologie avec. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que dans le CAP maçon de 2002, juste en dessous, le troisième point, c'est outils informatisés, utilisation d'un micro-ordinateur. Ouais, on a l'impression que ça date du siècle dernier, mais non, même pas, 2002. Voilà. Donc, on va extraire, on va imprimer des informations. Ben, ça va, on a tout ce qu'il nous faut, là. C'est formidable. Ça se traduit comment? Ben, on va prendre un petit ouvrage, une maquette, et puis en maçonnerie, à partir de la maquette, à partir d'un logiciel, une visionneuse, tout simplement, on va aller chercher quelle réservation il faut faire pour les pannes, quelle est l'altitude et la pente des pignons. Voilà. On va sur un autre bâtiment, décoder les différents ouvrages, repérer les éléments de construction. Sur des armatures, on va localiser les ouvrages, on va repérer des armatures préfat. Tiens, on peut s'intéresser à l'armature de la semelle isolée et puis ensuite aller chercher les informations qui vont nous permettre de réaliser cette semelle isolée. Tout ça, il n'y a pas besoin de faire de manip compliquées. Et je me tourne systématiquement vers Patrick qui acquiesce parce que tous ces éléments-là sont évidemment des informations qui sont directement emportées avec la définition des ouvrages. Un exemple sur l'énergétique, alors c'est extrait de la maquette du CFA Lanfry qui a été récemment construit. Voilà. Et donc à partir de cet extrait de maquette, eh bien, on peut, pour des CAP installateurs thermiques, viser les compétences qui sont indiquées ici, identifier les éléments, les nommer, représenter graphiquement une partie d'installation. C'est-à-dire qu'on peut construire une séquence professionnelle avec un objectif de remplacer un circulateur, par exemple. Et puis, ça permet d'intervenir en études des constructions, en études technologiques, une réalisation d'ateliers à partir d'une mise en situation. Là, terriblement réelle pour les apprentis du CFA Lanfry à Rouen, puisque c'est leur environnement de formation, mais qui est quand même proche de la réalité aussi par la qualité de la maquette qu'ils ont obtenue du cabinet d'archi local et qui leur permet de disposer de tous les éléments renseignés, techniquement renseignés. Et puis, dernier exemple, alors là, cet environnement-là, j'en profite pour présenter les visionneuses. Cet environnement-là, c'est l'environnement de BIMvision. BIMvision, c'est une visionneuse que l'on prend en main, allez, en 2 heures. Ouais. Certains apprentis en 10 minutes. Voilà. Bon, allez, on va dire 2 heures, comme ça on est tranquille. On prend une maquette. Avec BIMvision, on peut la découper,
Faire une coupe dans le temps, c'était long. Hein, il fallait sortir le canson, le calque, les rotrings. Là, on fait une coupe avec une souris. Hein, voilà, on fait une coupe. Et puis, on peut même extraire des éléments de la coupe. Vous voyez, si je savais où est le pointeur, ça m'arrangerait, mais je ne sais pas où il est. C'est là. Vous voyez, ici, on a quelques éléments électriques. On peut les ressortir ici dans un environnement. Et puis, à partir de là, on dit, tiens, voyons voir, qu'est-ce que c'est ça? Alors, c'est sûr qu'il faut apprendre l'anglais. Et d'ailleurs, ça me permet de dire que l'anglais a déjà été intégré à la formation des BP et va très certainement l'être aussi à la formation des CAP. Anglais technique, terminologie technique, utile à la compréhension de fiches techniques, utile à la compréhension, par exemple, de ces éléments-là, uniquement. Hein, il ne s'agit pas d'aller faire une analyse du dernier texte de Shakespeare, hein, mais de comprendre techniquement de quoi il s'agit lorsque c'est exprimé en langue anglaise. Donc ici, qu'est-ce que c'est? Si on fait un peu d'anglais, alors c'est un lustre, hein, mais même sans le détail écrit, on s'en rend compte. Mais ce qui est important, c'est de savoir que c'est du 120 volts, parce qu'on est aux États-Unis, hein, et puis qu'il a une puissance de 150 watts. Voilà. Donc, on a tous les éléments, et quand la maquette est très renseignée, on peut même avoir la référence. Donc, en conclusion, oui, avec les CAP, on peut utiliser des visionneuses, on peut aller dans les maquettes numériques pour faire du repérage, faciliter la compréhension, disposer de caractéristiques d'éléments. On peut utiliser cet outil-là, hein, pour comprendre ce que l'on fait et chercher les informations pour produire. Alors, dans les CAP rénovés, CAPIS et CAPIT sont en cours de réécriture. Bon, j'en sais quelque chose. Donc, dès le référentiel des activités professionnelles, dès le contexte pro, hein, les professionnels ont souhaité qu'on parle des enjeux énergétiques et puis de la transition numérique d'entrée. On ne va pas en faire des dessinateurs, des modeleurs, hein, mais que l'utilisation des outils numériques soit courante. Et puis, dans les compétences, on va avoir à décoder un dossier technique d'installation. Ça ne change pas. Hein. Le plombier ou le chauffagiste décode toujours des dossiers techniques d'installation. Mais on va collecter et on va schématiser toute partie d'installation manuellement ou avec outils numériques. La schématisation. Voilà. Et puis, dans les savoirs, on va retrouver des documents graphiques et numériques de représentation des ouvrages en 2D. Et puis, la consultation de représentation numérique en 3D. Quelque part, c'est ce que l'on retrouve déjà dans certains référentiels rénovés de BP. Voilà. Au niveau du BP, regardons rapidement sur le plâtre et l'isolation, l'électricien et le maçon. Alors le maçon, c'est une entorse, il n'est pas tout à fait rénové encore puisqu'il est en cours, mais on sent un petit peu la tournure que ça va prendre. Alors je passe au recherché, sélectionné. Là évidemment, comme ils sont rénovés, on parle beaucoup plus de support numérique. Je passe très vite parce que je pense que... Alors, tiens, c'est la première fois qu'on voit Building Information Modeling, BIM. J'avais dit que je n'allais pas en parler du tout dans ma présentation parce que j'allais laisser à Patrick puisqu'il a un atelier sur le BIM. Mais là, dans le référentiel de métier du plâtre et de l'isolation, ça intervient dans les savoirs. Alors, ce n'est pas pour être un modeleur ou un... comment s'appelle, je ne sais plus, le coordonnateur de BIM, le manager, mais c'est simplement pour savoir de quoi il s'agit. Un petit exemple, parce qu'avec des photos ça va bien, une maquette numérique à le plan, par exemple, une production de plan 2D avec des objets paramétrés, ce n'est pas simplement 2 traits, c'est un mur avec des caractéristiques, avec une épaisseur, avec une qualité de béton, avec une qualité de finition et ainsi de suite. Et puis on isole les cloisons, puisqu'il s'agit des métiers du plâtre et de l'isolation. On isole par exemple la partie de cloison, cette partie-là, centrale, on la retrouve ici. Et puis à partir de ces éléments de cloison, eh bien, on va extraire, parce qu'on n'a plus à le faire, on va extraire le quantitatif des cloisons pour le rez-de-chaussée, et puis le total pour l'ensemble du chantier. Voilà. Donc, je ne veux pas dire que le métré, le quantitatif, ça devient 3 clics, parce qu'il faut vérifier que l'on clique bien les bons ouvrages et que les ouvrages ont bien les bonnes limites, hein, mais ça raccourcit sérieusement le temps consacré à l'estimation, même simple. Hein, on ne va pas faire des mètres-heures, mais un BP doit quand même être capable de faire
un quantitatif et un estimatif au bordereau. Voilà. Autre exemple avec les électriciens. Alors c'est vrai que ça paraît très surprenant cette affaire-là, mais c'est un zoom sur un morceau de maquette d'une installation électrique en plafond. Intéressons-nous à la partie qui est en vert. Hein. Sur exploiter les outils numériques professionnels, j'ai repris un morceau du référentiel. Utilisation du e-catalogue, logiciel de représentation graphique, de dimensionnement, de chiffrage, d'aide aux choix techniques, notices interactives. Ça, c'est dans le référentiel. Hein. Voilà. Donc, par exemple, ce petit morceau de fil qui pend à partir d'un boîtier et puis qui arrive je ne sais où, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est de la filerie qui part du Canalis. Et puis, si on descend dans la nomenclature, on va trouver que ça commence à 4 mètres, ça a une longueur de 3 mètres et c'est des fils Canalis. Voilà. Et on a la référence. Et puis ici, je pense que vu la précision de la maquette, si je clique sur le boîtier, je devrais même avoir ces références. Voilà pour le BP électricien. Je termine avec le maçon, même principe. On a une maquette, on extrait un plan, et puis, à partir du plan, on peut sortir des quantités de béton, de poutres, de linteaux, de dalles, des surfaces de dalles, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est une autre manière d'exploiter les informations qui sont transmises par la maîtrise d'œuvre, transmises par les bureaux d'études. C'est une autre manière. Voilà. Donc la conclusion, c'est que oui, on peut exploiter et utiliser les outils numériques dans la formation lorsqu'il s'agit de former au BP. Tout est prévu, tout est calé, ça doit déjà être mis en œuvre. Et puis, on va utiliser les visionneuses, on va utiliser les applications professionnelles, on va y venir dans les épreuves d'examen. On va utiliser des logiciels métiers. Hein, voilà. Et puis, pourquoi utiliser le logiciel métier? Pour exploiter la conception et préparer son organisation ou sa fabrication. Voilà. C'est, dans certains métiers, le début ou des maillons de la chaîne numérique. On va en parler après. Point suivant, le troisième déjà. 9 heures. Ça va? Le troisième point, l'entrée des études qui nécessitent l'utilisation des outils numériques dans les épreuves d'examen. Alors, le BP menuisier, bon, vous avez des formations BP menuisier, vous avez regardé les sujets. Bon, ça reste assez modeste, même si on consulte un petit peu de fiches PDF pour avoir quelques informations sur des éléments qui composent les ouvrages, la quincaillerie, choses comme ça. On a vu arriver l'année dernière, alors moi personnellement, je suis aussi inspecteur en académie, quand j'ai vu l'utilisation d'un logiciel de DAO, je me dis, bon, ça va être très compliqué à mettre en œuvre. Et là, je mets le doigt sur un autre problème. Ça va être les équipements, ça va être l'utilisation des logiciels. Utilisation d'un logiciel de DAO pour les menuisiers. Ouh là là, c'est que dans mon CFA ou dans mon lycée, en plus des menuisiers, j'ai d'autres spécialités. Et si tout le monde se met à avoir besoin d'un ordinateur au même moment, ça va être très compliqué. Il faut que j'ai 150 postes disponibles, quoi. Donc ça, c'est difficile. Bon. Donc, utilisation de DAO, c'était assez modeste. C'était, pour ceux qui s'en rappellent, une coupe verticale sur une porte de placard avec 2 traverses, avec un panneau à plate-bande. Bon, c'est un début. Il ne faut pas commencer trop fort parce qu'il ne faut pas non plus prendre en otage les candidats. Il ne faut pas qu'ils découvrent l'utilisation du logiciel au moment des épreuves. Ça fait désordre. Le BP charpentier, je l'ai mis en gras parce que j'ai quelques visuels sur le BP charpentier où là, contrairement aux menuisiers, si je puis me permettre l'expression, ils ont tapé fort dès le début, quoi. Dès la première session de rénovation 2016. Donc, je vais vous montrer ce qu'ils leur ont demandé. Pour les bacs pro, alors pour les bacs pro, on avait, bon, je dirais, ça devenait presque traditionnel de mettre à disposition un PC aux candidats pour aller chercher quelques infos sur un PDF, bon, des choses assez simples. Là, pour certaines spécialités, grosses œuvres par exemple, la vitesse supérieure a été passée, puisque l'année dernière, ils ont eu un fichier IFC, hein, donc le format transversal lu par tous les logiciels interopérables de l'environnement BIM. Donc, ils ont eu un fichier IFC et il fallait aller chercher avec une visionneuse des informations relativement précises sur ce fichier IFC. Voilà, donc évidemment, ça veut dire qu'en formation, il faut qu'ils sachent le faire. Alors, comme on est dans les débuts, à chaque fois, dans le cadre des épreuves, il y a toujours un petit tutoriel qui est mis à disposition des candidats pour qu'ils sachent faire. Autrement, voilà.
Et puis, donc on a le bac pro, alors TEB, j'ai mis technicien d'études du bâtiment, qui est un petit peu la tête de pont de l'ensemble des bacs pro, parce que études du bâtiment, c'est la production graphique et écrite. Donc ça fait des années qu'on utilise les logiciels dans ces épreuves-là, donc dans la formation. Ça a commencé, j'ai mis, il a fallu que je recherche un peu, mais Excel en 2003. Alors c'était une révolution, hein. Je vous rappelle quand même que le premier Windows digne de ce nom, c'était Windows 95, et le premier Pack Office, c'était Pack Office 97. Donc 2003, c'était pas tellement longtemps après, hein. Voilà. Et puis AutoCAD, le fameux AutoCAD, l'incontournable AutoCAD, donc dans les épreuves dès 2007. Et puis l'utilisation d'un fichier IFC depuis, maintenant je peux dire, depuis 2016. Voilà. 2016-2017. Peut-être très bientôt l'utilisation directement d'un logiciel propriétaire type Allplan, Revit ou Archicad. Voilà. Donc dans les épreuves, ça veut dire que pendant la formation, ça veut dire qu'en entreprise, voilà, il faut aussi utiliser et apprendre à utiliser. Et dans les BTS, c'est presque fini, hein. Dans les BTS, alors c'est surtout dans les épreuves de projet pour ceux qui ont des formations BTS, c'est dans les épreuves de projet que les logiciels sont largement utilisés. On ne voit pas encore arriver dans les épreuves d'examen. Alors le charpentier bois, bon, ça va parler à certains, un peu moins pour d'autres, c'est un peu visuel. C'était modéliser une partie de l'ouvrage en 3 dimensions et extraction de fiches de taille en utilisant le logiciel métier, 2016. Logiciel métier pour les charpentiers, c'est CADWorks, c'est SEMA ou c'est Dietrich, par exemple, ou c'est d'autres. Voilà, la maquette du charpentier, c'est toujours un truc extraordinaire et improbable. Le jour où on verra ça sur un toit, vous m'appellerez ou vous le verrez, hein. Mais bon, ça c'est une remarque que je ne devrais pas faire. Et une fiche de taille, ben, c'est dire, tiens, sur cet ouvrage-là, j'ai ce morceau de bois-là qui ressemble à être une panne, qui doit être une panne un peu particulière. Les extrémités sont à couper de façon un peu particulière aussi, donc il faut que je sorte un plan de cette pièce-là pour pouvoir la préparer. Celle-là aussi. Voilà. Donc ce qui se faisait jusqu'à présent entièrement sur une épure tracée au sol sur le parquet, voilà. Maintenant, pendant les épreuves, se fait partiellement en utilisant un outil numérique, un logiciel. Voilà. Donc, évidemment, ça change la donne en matière de formation. Ça change la donne en matière d'organisation des épreuves. Ce qui a été dit tout à l'heure, c'est terriblement vrai pour n'importe quelle utilisation de logiciel. Utiliser et produire un fichier, ça peut encore aller. On peut récupérer les fichiers. Quand il s'agit d'imprimer, et puis que ça devient une pièce à corriger pour obtenir un examen, ça change un peu la donne. Voilà. Donc tout ça, ça se règle petit à petit, mais ça se règle. Voilà. Et pour terminer, le petit film alors de chez Bouygues, qui va être lancé directement. Donc, bienvenue sur votre chantier à l'ère du numérique. Pour une meilleure transmission de l'information, pour une meilleure visualisation, pour une meilleure organisation, vos méthodes de travail ont évolué. Vous travaillez maintenant avec la maquette numérique liée à votre référentiel. 3 minutes. Désormais, l'organisation de votre chantier est plus simple, plus claire, plus évidente. Chaque jour, vous visualisez avec votre équipe en temps réel les évolutions de votre site. Tout est ici matérialisé, les accès, la circulation, les zones de stockage. La maquette numérique vous permet également de faire au quotidien le point sur la sécurité. Désormais, la maquette numérique vous accompagne dans vos modes opératoires. Toutes les tâches à réaliser dans la journée sont clairement indiquées. Le cycle est en permanence remis à jour pour vous permettre de sensibiliser vos équipes sur les objectifs à atteindre et sur les consignes de sécurité à respecter. Les codes de référence des éléments, la localisation du lieu de stockage, les spécificités techniques, tout est stipulé. Désormais, la moindre difficulté est anticipée, le moindre matériel est référencé. Les cotes, juste nécessaires à la fabrication, sont pré-renseignées. Désormais, la productivité de votre chantier est optimisée, la logistique chantier est assurée.
Votre grutier visualise dans sa cabine ses opérations, organisées en temps réel et selon les besoins de votre chantier. Un GPS l'aide à localiser les zones de stockage du matériel. Désormais, vos tâches quotidiennes sont simplifiées. Le traçage par laser vous permet d'obtenir une précision accrue. Aucune erreur humaine n'est possible dans la mise en place des éléments. C'est la sérénité retrouvée. Désormais, la maquette numérique contrôle et valide la bonne exécution de vos tâches quotidiennes. Chaque vérification, chaque photo, chaque fiche d'autocontrôle est ici stockée dans le référentiel. La maquette numérique est la véritable mémoire de votre chantier. Désormais, la maquette numérique vous fait gagner du temps. Fini le remplissage manuel de formulaires et les sources d'erreurs. Toutes les informations saisies et validées au cours de la journée sont traitées, analysées et mises à jour. D'un simple clic, vous accédez à votre plan d'avancement journalier. Désormais, le chef maîtrise est averti en temps réel du suivi de sa commande. La maquette numérique vous aide à contrôler vos livraisons. Le bon béton au bon poste de travail. Les intervenants sont immédiatement avertis de la disponibilité du béton. La maquette numérique vous accompagne toute la journée et vous aide le soir à préparer votre cycle de construction du lendemain. La maquette numérique ne dort jamais. Désormais, la maquette numérique est votre partenaire privilégié pour bâtir une vie meilleure. Bien. Merci Fabrice. Alors, voilà, donc 2 commentaires sur la petite vidéo. Alors, 1, les gens, bon, c'est de la fiction, mais peut-être pas tant que ça. Et les gens qui vont avoir à utiliser ce type d'outils ne sont sans doute pas tous ingénieurs. Et deuxièmement, si Bouygues se permet de faire ce genre de vidéo, de présentation, c'est sans doute pas pour le fun, mais parce qu'ils ont sans doute une petite idée derrière la tête. Il y a quand même des éléments importants de cette vidéo, gagner du temps et gagner de l'argent. Donc oui, on peut regarder ça en disant « Oh là là, quel siècle on est ?» C'est peut-être pas si loin que ça. Bon, ça ne s'applique pas à tous les chantiers, mais nos jeunes vont sans doute aller sur des chantiers comme ça très bientôt. Bon, tu viens bimer avec nous? Allez-y les gars, j'arrive. Merci Fabrice, on peut l'applaudir. Merci. Tiens, je vais passer le micro. Les tweets, s'il te plaît, Erwan, pour voir comment les collègues... ce que les collègues ont exprimé. Alors, si vous souhaitez vous exprimer, il y a Olivier Rouland qui est missionné au micro aujourd'hui, donc vous levez la main et Olivier vous amènera le micro. Applaudissements pour Olivier Rouland, s'il vous plaît. Alors, Fabrice, je comprends mieux pourquoi nous sommes chez Mickey. Bon, ça, on oublie. Time is money, ça c'est vrai. Utilisation des logiciels métiers aux examens, très bien, mais encore faut-il former les apprenants sur l'outil qui sera demandé. Oui. Alors, effectivement, c'est une vraie question. Donc, plusieurs solutions, plusieurs réponses à cette vraie question. C'est que dans ces premières années où on subit cette mutation, où on la veut plutôt, il est très important d'informer les centres de formation des outils que les candidats risquent d'avoir à utiliser pendant les épreuves d'examen. Ça, c'est sûr. Donc, c'est l'Éducation nationale qui est propriétaire de tout cela. Donc, elle met en œuvre tout un dispositif d'information qui a tendance à se généraliser. C'est les fameuses feuilles de route BIM ou documents au préalable d'information à destination de tous les centres. Au mois de juin prochain, pour les épreuves d'examen, les candidats auront sans doute à utiliser une visionneuse du type BIMvision ou Tekla BIMside. Okay. Nous sommes obligés de passer par là. Le BP Charpentier a échappé à la règle. Je suis désolé, je ne suis pas responsable de tout. Et puis, petit à petit, ça entrera dans les mœurs. Est-ce qu'il est encore besoin de préciser que sur certains
aux candidats qu'on va utiliser un logiciel, enfin qu'on va utiliser des fichiers PDF. Sans doute pas. Ils savent chercher maintenant. Okay. Voilà. Donc petit à petit, ça entre dans les mœurs. Alors après, n'attendez pas d'éducation nationale qui décide d'un logiciel ou d'un autre logiciel à utiliser exclusivement par tout le monde, voilà, parce que ce n'est pas dans les missions. Pas du tout. On n'a pas à prôner l'utilisation. Après, il y a AutoCAD qui a pris le pas sur le dessin 2D, mais pour le 3D, l'objectif, c'est que le candidat soit capable de produire ce qui lui est demandé avec le logiciel qu'il connaît. Là, chez les charpentiers, si on reprend cet exemple-là, qui est peut-être le plus proche de ce qui va nous arriver dans les années à venir, bah, c'était CADWorks, c'était Dietrich, c'était SEMA, c'était celui qui veut. Ils pouvaient même venir avec leur PC portable. Ouais. C'était écrit. Alors, on va prendre deux autres questions, Fabrice. Alors, peut-être celle-ci, on peut d'ores et déjà y répondre. Peut-on avoir un calendrier plus précis des différentes rénovations de référentiels ? Fabrice a un tableau qu'il tient, le fameux tableau Excel que tu tiens régulièrement à jour. Oui. Si tu es d'accord, on pourra le diffuser dans le cadre des je pourrais le diffuser à partir du moment où il sera validé en CPC le 18 janvier, hein, et où la DGESCO décidera de le faire, de l'éditer. Ouais. La rénovation des CAP, elle va se faire sur 3 ans, en gros 5 à 6 spécialités de CAP par année. Voilà. Ok. Alors, il y avait d'autres questions, notamment, tu peux remonter s'il te plaît, c'était une question sur les ressources numériques. Où peut-on trouver des maquettes numériques? Où peut-on trouver des éléments? Donc je pense que, Patrick, tu peux peut-être répondre. Alors, Monsieur Rouland, s'il vous plaît. Merci. Faites votre office. Merci. Oui, on peut former, mais les ressources métiers, difficiles à trouver. Donc on va être très clair depuis l'ouverture d'Atom avec Fabrice, avec des formateurs du DCFA, avec les différentes constructions qui ont été faites. Il y a des maquettes numériques à la disposition sur Atom et elles se multiplient. Ces maquettes numériques sont BIM ou BIMisables, c'est-à-dire que les formateurs peuvent amener leur contribution à partir de n'importe quel logiciel, je vais dire BIM, IFC. Au final, vous savez, on a un partenariat avec Alplan, mais ceux qui veulent travailler avec Revit, pourvu qu'ils travaillent, ça ne me dérange pas. Par contre, ce qui m'intéresse surtout, c'est tout ce que vous avez vu, les présentations qui ont été faites par Fabrice, ce sont des extraits de séquences d'apprentissage de nos formateurs études des constructions. C'est-à-dire que déjà nos formateurs sont pour certains très au point. Vous avez la chance maintenant d'avoir des référents BIM et dans la discussion que je vais avoir avec vous concernant le BIM, tu développeras ces aspects-là tout à l'heure. Il y a peut-être un autre aspect, Fabrice, tu veux développer peut-être ce que disait... Vas-y. Je regardais les tweets et j'y en a un qui m'interpelle un petit peu. À quand les robots? Alors, à quand les robots? Sans doute pas demain. Bon, je ne sais pas si je suis très vieux, mais dans ma campagne, quand j'étais tout jeune, il y avait un maçon qui, l'hiver, faisait fabriquer les agglos pleins à ses gars, et puis le reste de l'année, il les montait. Là, maintenant, on ne fabrique plus les agglos depuis un certain temps, c'est plutôt des usines qui s'en chargent, et les maçons existent toujours. Là, ce n'est pas parce qu'on va mettre un outil de plus qu'on n'aura plus besoin de maçons, quoi, par exemple. Donc, il ne faut pas confondre la tâche à réaliser et l'outil qu'on utilise pour la faire, quoi. Ça ne remplace pas. Il y a une autre question peut-être auquel tu peux répondre en lien avec Pierre Touillon, notre référent national maths, sur et le numérique dans l'enseignement des maths et dans les épreuves d'examen. Peut-être à Pierre, il est plus spécialiste que moi. Voilà. Bon, il faut quand même qu'on défende l'enseignement général devant cette assemblée. Dans l'émotion à la précipitation, j'ai oublié le S à maths. L'enseignement des maths en CAP prévoit l'utilisation des TIS depuis 2014 déjà. Donc ça reste très imprécis, mais cette injonction était déjà notée dans les référentiels. Et ça devient plus précis au niveau des BP. Il me semble que j'ai fait circuler l'information à chacun d'entre vous, où non seulement en formation, mais lors de l'épreuve terminale, l'utilisation d'un tableur et d'un logiciel dynamique pour tout ce qui est géométrie, création de courbes, est également prévu pour la session 2018, donc la première session des BP rénovés. Comme le disait Fabrice tout à l'heure, il n'y a pas de prescription en termes de nom de logiciel,
mais le logiciel gratuit GeoGebra est celui qui semblerait être en sous-main, celui qui sera utilisé dans les examens, en tout cas dans les sujets 0 du BP qui sont parus en septembre. C'est le logiciel qui était proposé, et donc je vous ai engagé à faire suivre des formations à vos formateurs. Je renouvelle l'appel. Voilà, Fabrice, tu veux compléter par quelque chose? Oui, comme tu parles des logiciels, Pierre, moi je voulais rajouter quelque chose sur le choix des logiciels. Alors on parle toujours des 3 gros logiciels propriétaires, Allplan, Archicad et Revit, mais on doit aussi faire travailler les jeunes sur les logiciels métiers, sur des applicatifs divers et variés. Les applicatifs, c'est par exemple l'aide au choix des chevilles de fixation de chez Hilti ou de chez Spit. C'est par exemple Dialux pour vérifier des éclairements. C'est des petits logiciels qui sont très très faciles à prendre en main parce qu'ils ont été conçus pour ça. Et ce qui est important, bon, je parle des examens, mais pour la formation aussi, c'est d'identifier pour la formation un logiciel qui pédagogiquement correspond à notre déroulé et au contenu que l'on veut faire passer. Je dis ça parce qu'actuellement, je suis en train de faire tester l'ergonomie et l'utilisation pédagogique de logiciels d'études de prix. Études de prix au bordereau, études de prix par sous-détail de prix. Alors, il y a des logiciels professionnels qui sont évidemment très très performants, mais ce sont de grosses usines à gaz pour des gens qui les utilisent 35 heures par semaine, voire plus. Et nos jeunes ne peuvent pas commencer par utiliser ce type de logiciel. Donc, dans les épreuves d'examen, on veille aussi à ce que les logiciels soient assez faciles à prendre en main dans le cadre de la formation. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'ils ne découvrent pas le logiciel le jour de l'épreuve. Et le plantage du BP Charpente, oui, il est dû en grande partie à cause de ça. Ok. Un grand merci Fabrice, on peut l'applaudir à nouveau. Merci beaucoup.